C'est précisément derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Par hasard, c'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard? C'est ce quartier-là. C'est bien ce quartier? C'est bien ce quartier. D'accord. Oui. Merci, M. Diallo, pour cet acte civique. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. La défense. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Amadou Diallo. Oui, maître. Vous êtes un journaliste de la BBC, à l'époque, en 2009. Et tout le monde connaît que la BBC, c'est une grande radio mondiale, fiable, dont ces informations sont vérifiables, oui ou non? Oui, maître. Bien. Tout à l'heure, à la question de monsieur le procureur d'ici, et vous demandant sur la situation des hôpitaux, vous avez dit que ces hôpitaux étaient débordés et qu'il y avait manque de médicaments. Ma question est de savoir, est-ce que vous avez reçu cette information de sources vérifiables ou bien vous-même en personne, vous avez fait un reportage sur ça? Merci beaucoup, maître. Vous avez raison de dire que la BBC, c'est un média crédible. Oui, la BBC, c'est un média très, très crédible même. J'ajoute très crédible. Pendant 13 ans que j'ai couvert pour la BBC l'actualité politique guinéenne, assez violente, assez brûlante. La BBC n'a jamais été démentie. La BBC était au top de l'audimat ici. Quand une information était diffusée par la BBC, on disait c'est la BBC qui l'a dit, donc c'est vrai. Je n'ai jamais été démenti, moi-même. Puisqu'on vérifiait les informations. J'ai dit tout à l'heure que les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments. Je ne suis pas allé dans les hôpitaux. Parce que c'était le jour même du massacre. Et le jour du massacre, ce n'était pas ce qui préoccupait Amadou. C'était d'abord se sauver d'abord, sa sécurité. Mais Amadou a parlé avec des médecins qui opèrent, qui travaillent à Donka, notamment, et à Niasdine. Vous savez, maître, les journalistes travaillent aussi avec des sources, les sources d'information. Oui. Justement, c'est cela. Exactement. Voilà. Voilà, donc j'ai travaillé avec des sources d'information, de sources médicales qui disaient clairement qu'ils étaient débordés et qu'il manquait de médicaments. Bien. Est-ce que, au vu, n'est-ce pas, de l'opinion nationale ou internationale, est-ce que cette information dont vous avez relayé avait une source vérifiable? Parce que vous-même, vous étiez dans le collimateur de CDD à l'époque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous étiez recherché, vous étiez menacé à distance avec des téléphones clandestins et autres. Est-ce que vous avez fait un reportage avec des informations précises que les hôpitaux sont débordés, qu'il y a manque de médicaments, les hôpitaux? Maître, ce que je voulais vous faire comprendre, oui, c'est que les journalistes travaillent avec des sources d'information. Dans les sources d'information, vous avez les agences de presse. Vous avez des sources directes et indirectes. Je vais vous expliquer un peu. Dans les sources indirectes, vous avez les agences de presse. Vous avez l'AFP, vous avez Reuters, vous avez UPI, vous avez EPI. Ce sont de grandes agences qui emploient des milliers de personnes. Lorsqu'un journaliste s'arrête ou s'assoit dans un studio, ici, un présentateur, et que vous l'entendez dire qu'il y a 10 000 personnes qui sont mortes au Maroc des suites d'inondations, non, des suites de tremblements de terre, le journaliste lui-même n'est pas allé au Maroc. Mais il a travaillé sur des informations traitées par d'autres journalistes qui sont au Maroc, par des agences de presse donc. Si le média en question n'a pas de correspondant là-bas, ça c'est des sources d'informations directes. Mais est-ce que parce que le journaliste n'est pas allé à Rabat, n'est pas allé à Kenitra, à Fès, à Tanger ou à El Ayoun,
l'information qu'ils diffusent n'est pas vraie ou n'est pas crédible. Non. Nous travaillons avec des sources. Et dans les sources directes, vous avez les témoignages. Lorsque j'appelle un médecin qui opère, qui travaille à Donka pour lui demander quelle est la situation à Donka, dans les urgences, s'il me décrit la situation, c'est une source, je connais la personne, c'est une source crédible, puisque nous n'interrogeons pas aussi tout le monde. Et cette source-là, c'est l'information, c'est moi-même qui la collecte, vous comprenez? Et ça, c'est une source crédible, c'est une source légitime que je peux utiliser. Mais nous prenons la précaution de dire selon des sources médicales. Nous prenons cette précaution. On ne s'approprie pas l'information. Comprenez ça. On ne s'approprie pas l'information. On se détache de l'information. On n'en fait pas, on ne s'identifie pas à l'information. D'accord. Ça, c'est une précaution importante que nous, journalistes, nous faisons. En tout cas, qu'à la BBC, nous faisons. Vous savez, ce n'est pas à vous, maître, que je vais distinguer les avocats. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre, que je vais dire. Ce n'est pas à vous que je vais dire que peut-être même les avocats, cette distance vis-à-vis de l'information, et pour vous, je dis cette distance vis-à-vis de vos clients, ce n'est pas à vous que je vais, des professionnels, des praticiens du droit, depuis des luttes, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que, oui, que peut-être vous-même, vous devez prendre un peu de distance vis-à-vis de vos clients. Non, je sais que vous le savez. Laissez-moi vous rapporter une petite histoire à ce niveau. Oui. Un de vos collègues, qui est guinéen, qui est inscrit au barreau de Paris, il m'a dit, il était à ses débuts, et il avait défendu quelqu'un qui était accusé de viol. Et il avait défendu becs et ongles. Parce que le détenu ou le prévenu ou l'accusé lui avait assuré qu'il n'était pas l'auteur du viol. Il a défendu. Il était à ses débuts. À la fin du procès, il écope de 2 ans de prison ferme. Et votre confrère, il dit à l'accusé qui vient d'être condamné, il dit je vais interjeter appel. Et l'accusé lui dit non. Le condamné maintenant lui dit non, c'est pas la peine. Il dit mais pourquoi? Il dit oui, parce que je suis l'auteur du viol. Et depuis ce jour, m'a dit cet avocat, il a pris une distance vis-à-vis de ses clients. Il n'a jamais plus accepté de s'identifier à son client. Alors l'identification, nous journalistes aussi, nous le faisons. Et les Canadiens appellent ça l'assaise si vous voulez, de distanciation. Vous prenez cette distance. Excusez-moi d'avoir été un peu plus long. Et pourtant, ce confrère, il a fait son travail, sauf qu'il n'avait pas une obligation de résultat. Donc, je passe. Alors, lorsque vous faites état des hôpitaux, vous mettez en évidence les 2 hôpitaux nationaux, non? Donc, à Ignace Dine. Donc, à Ignace Dine, oui. Oh, est-ce que vous savez, vous, en votre qualité de journaliste à l'époque, qu'il y avait une vingtaine de structures sanitaires qui ont été mises en place à contribution pour la réception des blessés et des corps? Maître, dans mes reportages que je détiens encore, oui, j'ai dit les hôpitaux débordés manquent de médicaments. Les hôpitaux débordés manquent de médicaments et de comment ça s'appelle? Les hôpitaux débordés manquent de médicaments. D'accord. Les hôpitaux, quand on parle ici d'hôpitaux, pour la Guinée, à l'époque, c'était Ignace Dine et Donka. C'était pas le CMC de Ratoma, c'était pas le Flamboyant. Non, c'est Donka Ignace Dine. Et la grande masse des personnes victimes de ces violences ont été acheminées directement par la Croix-Rouge vers ces hôpitaux-là, et non vers les centres de santé. Bon, d'accord. Je reviendrai après cela, mais ce que je voudrais savoir, M. Diallo, oui. En ce qui concerne les structures sanitaires qui étaient mises en place ce jour-là, il y en avait 23. Vous donnez l'information selon laquelle que ces hôpitaux étaient en manque de médicaments, sans se déplacer, sans avoir un reportage strict là-dessus.
Non, maître, vous savez, il y a un auteur français qui dit « Je ne sais pas l'art Je voudrais terminer, s'il vous plaît. d'être clair pour celui qui ne veut pas entendre, pour celui qui ne veut pas écouter. » Je vous ai dit comment les journalistes travaillent, comment nous travaillons. Nous travaillons avec des sources. Nous travaillons avec des sources d'information. Qu'est-ce que vous voulez savoir, maître? Oui, je voudrais simplement savoir, est-ce que, selon lui, cette information qu'il a reçue, il l'a relayée au niveau de la BBC, étant donné que la BBC, c'est une radio fiable. Mais, maître... La question, s'il vous plaît, quelle est la question? Monsieur le Président, j'ai demandé, est-ce que cette information a une source crédible? Il a déjà répondu à cela, maître. Une autre question maintenant. D'accord. Alors, comme c'est répondu, je voudrais savoir, par rapport au charnier, à la question de monsieur le procureur, on vous a demandé est-ce que vous avez des informations relativement au charnier. Et vous avez donné l'information selon laquelle que vous n'avez pas une source fiable. Et que, mais par contre, une personne vous aurait appelé pour vous dire que c'est derrière l'aéroport. Vous confirmez cela? Non, je n'ai pas dit une personne. Des personnes m'ont appelé, puisque j'étais déjà dans la clandestinité et que je ne travaillais plus, mais ceux qui avaient l'habitude d'appeler Amadou pour dire qu'ils sont victimes de ceci et de cela, ils m'ont appelé. Ils ont continué d'appeler pour dire qu'ils n'ont pas vu leurs parents, qu'ils n'ont pas vu leur papa, qu'ils n'ont pas vu leur maman, ainsi de suite. En parlant des disparus, en parlant des charniers, c'est la même chose. Là aussi, j'ai reçu des appels de personnes qui disent avoir vu des camions militaires se diriger vers l'aéroport et que ces camions militaires transportaient des corps. Oui. Ça, je le confirme. Vous le confirmez? Oui. D'accord. Et cette information, vous l'avez renvoyée à qui de droit au niveau de la BBC? Puisque votre objectif principal sur cet événement-là, c'était de donner des informations à la radio. Mais je vous ai dit, maître, à partir du mardi 29 septembre, je n'ai pas travaillé. Ah, d'accord. À partir du mardi 29 septembre, je n'ai pas travaillé. J'ai quitté ma maison précipitamment la nuit, tard la nuit, le mardi 29 septembre. Je n'ai plus travaillé jusqu'à ce que je quitte Conakry, la famille et moi. Et ça, c'était le 29 octobre, jour pour jour. Le massacre a eu lieu le 29 septembre. Et le 29 octobre, j'ai quitté avec la famille la Guinée. Pendant le mois-là, je n'ai pas travaillé. D'accord. Ma dernière question, vous étiez présent à la cérémonie de restitution des corps à la mosquée Faisal? Non, je n'étais pas présent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Amadou. Merci, maître. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, maître. Je voudrais d'abord, avec la permission de Monsieur le Président, m'imposer ce devoir de partager votre peine. Vous féliciter également de votre professionnalisme quand même. Toute ma compassion pour le traumatisme et les préjudices que vous avez subis. Merci beaucoup, maître. Bien. Parlant donc de monsieur colonel Tchegoro, ce qui m'intéresse beaucoup, je voudrais d'ores et déjà vous dire que moi je vous pose les questions en tant que partie civile et non en tant que journaliste de la BBC. Vous êtes d'accord avec moi? Ici. Bon, partie civile et journaliste, parce que c'est un journaliste qui a été violenté. Est-ce que le fait qu'un journaliste violenté devienne partie civile, est-ce que ça pose problème? C'est un journaliste qui a été violenté. Bien. Et toujours avec la permission du président, nous nous sentons heureux lorsque nous avons une partie civile qui comprend très bien notre mission. Et la conversation peut être audible. Dans ce cas, vous avez dit qu'en s'adressant à un petit groupe de jeunes, si je reste fidèle à votre récit, colonel Tchegoro a fait un geste. Il a remué sa tête.
N'est-ce pas? Oui, je le confirme. Bien. Et en toute honnêteté, puisque vous le savez, nous sommes devant le tribunal criminel qui n'a besoin que de la précision pour asseoir sa conviction. Vous, quelle interprétation, en toute honnêteté, vous donnez à ce geste de tête? En toute honnêteté. Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, je préfère laisser le tribunal qui déjà fait bien son travail interpréter certains propos ou certains faits et gestes. Mais ce que je dis, c'est que le colonel a fait un geste de la tête et il est parti parce qu'il n'arrivait pas à se comprendre avec les jeunes. Et c'est quand il a fait ce geste, il s'en est suivi des tirs de gaz lacrymogène lancés par les policiers et les gendarmes qui étaient là. Est-ce que son geste veut dire aux policiers, allez-y, lancez les gaz? Moi, je laisse le tribunal le soin d'apprécier cela. Et permettez-moi de ne pas l'apprécier non plus. Bien. Et puisque notre rôle, y compris les parties civiles, c'est d'aider le tribunal à faire moins d'interprétations, c'est-à-dire mettre à sa disposition les éléments les plus précis, parce que nous sommes en matière pénale. Selon vous, le fait de penser, laisser le soin au tribunal, d'interpréter un geste, est-ce que, amicalement, honnêtement, est-ce que nous ne créons pas d'obstacle au tribunal? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, le tribunal est assez aguerri pour ça, maître. Vous savez, moi, je suis journaliste professionnel. Depuis 1988, je travaille. Je couvre l'actualité. J'ai rencontré des situations difficiles. Dans mon travail, notamment au niveau de la BBC, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous donnons les faits, nous présentons les faits, les différentes opinions contradictoires. Parfois, on ne juge pas. On laisse à l'auditeur la possibilité de juger, mais sans juger. C'est-à-dire que moi, dans mes papiers, vous n'entendrez jamais dire il y a eu le massacre du 28 septembre, c'est dommage, c'est malheureux, la Guinée a connu un événement. Vous n'entendrez jamais ça, parce que c'est une prise de position. Vous entendrez dans mes reportages que je détiens qu'il y a eu le massacre, des personnes ont été violentées, des personnes ont été... ainsi de suite, ainsi de suite. Je décris les faits, mais je laisse à l'auditeur la liberté, parce que l'auditeur a cette liberté, d'interpréter et de dire ça c'est mauvais, pourquoi les militaires ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Moi je ne le dirai pas. Donc permettez-moi ici encore de ne pas le faire et de laisser un tribunal déjà suffisamment aguerri de faire cette interprétation. Et ce n'est pas du travail pour le tribunal. Oui, M. Diallo, c'est pourquoi j'ai terminé par dire que je vous pose les questions en qualité de partie civile. Est-ce que vous savez, en tant que partie civile, en tant que victime, ce que vous disiez au tribunal doit venir de vous? Je ne parle pas des reporters, moi ça ne m'intéresse pas. Ce que vous avez subi, c'est ce que vous dites au tribunal, avec des supports qui peuvent être matériels ou immatériels, en tant que victime, pas en tant que journaliste ou reporter. Je ne suis pas là-bas, je ne serai pas là-bas. Donc, vous êtes aussi d'accord avec moi que les juges ne sont pas des experts d'interprétation de signes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais en ce moment, ils peuvent faire appel à l'expertise d'un expert pour ça. Oui, oui. Bon, est-ce que, alors, vous êtes d'accord avec moi que c'est le moment, en tant que partie civile, appuyé par le parquet, que l'interprétation que vous donnez, quand même, que cette interprétation soit accompagnée au moins, vraisemblablement, un rapport d'expertise.
Maître, ce que je peux faire, c'est de dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu le colonel Thieboro faire un signe de la tête. Je ne vous apprendrai pas qu'un tribunal travaille avec des psychologues, avec des psychanalystes, avec des économistes, avec des sociologues. Il appartient au tribunal, permettez-moi, d'interpréter le geste du colonel Thieboro que j'ai vu, puisque j'étais à un micro de lui et que j'avais mon micro tendu. Bien, nous allons passer, mais est-ce que vous savez qu'en droit, chez nous ici, c'est la différence entre l'espace judiciaire et l'espace médiatique. Le moindre doute profite à l'accusé. Est-ce que vous le savez? Chez nous, ici. Oui, je le sais. Bien. Mais je ne suis pas là pour... Je l'ai précisé, je le préciserai durant tout le temps de ce débat, je ne suis pas là pour incriminer ou pour innocenter. Non, c'est pourquoi... Honnêtement. Oui, c'est pourquoi j'ai dit dès au départ que nous sommes heureux en communiquant avec vous. Donc si le doute profite au colonel Thieboro, c'est tant mieux pour lui. Bien. Et vous avez également dit que les jeunes, ce petit groupe, votre qualificatif, les jeunes ont applaudi. Vous le confirmez? Je le confirme. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Non, vous savez, le colonel Thieboro, ce n'était pas la première fois que je voyais le colonel Thieboro applaudir. J'ai vu à plusieurs reprises le colonel Thieboro applaudir par des manifestants. Le colonel Thieboro a souvent accompagné ici des leaders politiques qui organisaient des manifestations sans qu'il n'y ait bavure, sans qu'il n'y ait violence, sans qu'il n'y ait mort d'homme. Ça, je le dis à son actif. Oui. Le colonel Thieboro, permettez-moi. Le colonel Thieboro, c'est un officier qui a fait beaucoup de choses pour ce pays. Le colonel Thieboro s'est battu ici contre la criminalité, contre les narcotrafiquants. On l'a vu sur tous les fronts. Le colonel Thieboro, je l'identifie, et lui, de là où il est, il sait, il y a 2 officiers en Guinée qui, pour moi, ont été très utiles à ce pays en termes de lutte contre l'insécurité. C'est le colonel Thieboro et le commandant Ndao. Le commandant Ndao dirigeait l'escadron mobile de Matam. Je ne sais pas ce qu'il devient. Mais s'il est vivant, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect aussi. Le colonel Thieboro, j'ai du respect pour lui, puisque je l'ai vu sur tous les fronts là. Comme on dit, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli. Mais ici, on est en train de parler d'un fait précis, des événements du 28 septembre. Donc, le colonel Thieboro, pour revenir à votre sujet, je l'ai vu, il avait été applaudi, c'est vrai. Mais ce qu'il voulait, c'était que la manifestation n'ait pas lieu. Ça aussi, je le dis. Voilà. Bien. Et je voudrais également vous remercier. Et puisque l'objectif, tel que vous l'avez décrit, était pour que la manifestation soit reportée ou que les leaders acceptent de ne pas la tenir, n'est-ce pas? Je n'ai pas bien compris. L'objectif du travail de M. Thieboro ce jour, oui, c'était pour ne pas que cette manifestation n'ait pas lieu, n'est-ce pas? Oui, c'était que la manifestation n'ait pas lieu. Bien. M. Diallo, ces actions-là, en toute honnêteté, c'est des actions de sécurité ou de violence? Non, vous savez, que maître... Que ce soit la dissuasion, que ce soit la sensibilisation, en toute honnêteté. Non, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut étouffer les manifestations. Moi, je suis journaliste. Hein. Je suis journaliste dans le sang. Je ne suis pas d'accord, et donc je suis un homme libre. J'aime la liberté. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut étouffer les manifestations, qu'il faut empêcher les manifestations. La santé d'une démocratie se mesure par aussi les manifestations de rue. Amadou Sol peut se lever, s'il est mécontent des coupures d'électricité, Amadou Sol peut se lever, prendre une pancarte, manifester contre EDG.
Mais qu'on laisse Amadou partir manifester et qu'Amadou ne casse rien, qu'il rentre tranquillement chez lui. Moi, je pense que ce jour-là, les autorités militaires auraient dû laisser la manifestation se dérouler. D'autant plus qu'il y avait eu auparavant une autre manifestation, cette fois en faveur du capitaine Dadis, au stade là-bas, manifestation que j'avais couvert aussi. J'avais couvert cette manifestation. C'était aussi au stade qui avait été organisé par des gens proches de la junte. Mais je dis par des manipulateurs. Oui, ce sont ces manipulateurs qui ont poussé le capitaine Dadis à aller dans le sens là. Puisque le capitaine Dadis, pour parler de lui, laissez-moi un peu parler de lui. Le capitaine Dadis... C'est bon, une autre question. Merci. Voilà, M. Diallo, à travers vous également, que pensez-vous l'analyse croisée des parties civiles? Certaines qui disent que j'ai vu M. Teboro sur la mamba de la police. Je l'ai vu en train de faire des gestes avec sa main droite. Je l'ai vu en train de faire des gestes même avec ses cheveux. La même personne aux mêmes endroits et au même moment, les leaders avec lesquels il communiquait, à l'unanimité, on dit qu'il s'était adressé à eux dans toute la courtoisie. Vous êtes parmi les élites de ce pays. Que pensez-vous? Non, vous savez, je vous ai dit que je suis en train de faire un livre. Et dans ce livre, je dis, il va paraître probablement bientôt, en tout cas je le souhaite vivement. Je dis, il n'y a pas un 28 septembre. Il y a des 28 septembre. Il y a plusieurs 28 septembre. Il y a des milliers de 28 septembre. Chaque personne, chaque manifestant, ce jour-là, a son 28 septembre. Amadou a son 28 septembre. D'autres, tous ceux qui défilent, qui viennent ici, à la barre de ce tribunal, ont leur 28 septembre. Puisque lorsque ça tire, lorsque ça tue, lorsque l'armée, une partie de l'armée, lorsque des militaires se déchaînent, vous ne pouvez voir qu'une partie de la réalité. Moi, je n'ai vu qu'une partie de la réalité. Donc, j'ai mon 28 septembre. Ceux qui viennent, chacun a son 28 septembre. Moi, ce que j'ai vu, c'est un geste de la tête. Et quand vous dites qu'il s'est adressé au leader avec courtoisie, ça aussi, je ne crois pas. Ça aussi, je vous dis, j'ai ici mes reportages sur cet événement-là, sur cette rencontre, sur cette discussion-là. Quand on dit « Hey, je m'adresse au leader », celui qui parle encore, je lui rentre dedans. Si vous êtes mal élevé, moi je suis bien éduqué. Parlez encore, vous allez voir. Ça, c'est de la courtoisie? Non, je vous laisse le soin de tirer votre conclusion. Monsieur Diallo, je répète, les leaders, François Lonsenefal l'a dit ici, monsieur Keita également, que M. Teboro s'est adressé à eux avec la courtoisie. Je ne parle pas des manifestants, je parle des leaders. François Lonsenefal oui, n'était pas à la porte d'entrée. Je ne l'ai pas vu. Je ne pense pas qu'il était à la porte d'entrée de l'université, la seconde porte d'entrée. Lorsque les leaders ont été bloqués par les policiers, je ne crois pas que François Fall y était. Bien. Il n'aurait pas parlé comme ça. Revenons-en au terme de votre lettre de constitution et vous venez de le retirer. Comme M. le colonel Teboro a dit, je m'adresse aux leaders, oui, aux grands frères. Oui. Ceux qui parlent, je rentre dedans. M. Diallo, est-ce que vous êtes africain comme moi? Si oui, dites-moi. Si je suis africain comme moi? Oui. Non, peut-être même que je suis plus africain que vous. C'est pas puisque je porte une veste. Hein. Je suis plus africain certainement que vous. Bien. Lorsqu'un agent de sécurité, lorsqu'un père de famille, s'adressant à ces exemples que je donne, avec un tempérament chaud, notre propre enfant, si tu n'en vois pas, je te casse les gueules. Est-ce que généralement les gueules sont cassées? Selon vous, le langage africain, le tempérament africain, comme vous le dites, plus que moi, en principe, un tel langage
Je suis d'accord avec vous. Moi-même. La tant qu'avocat. question, Comment vous concevez un tel langage en tant qu'Africain, en tant que père de famille, en toute honnêteté? laissez-le répondre maintenant. Est-ce que le colonel Thieboro avait besoin de faire tout le déploiement d'énergie qu'il a fait ce jour-là pour empêcher cette manifestation? Est-ce qu'il en avait besoin? Moi je dis non, il n'en avait pas besoin. Il fallait laisser la manifestation se faire, les gens allaient se retrouver à l'intérieur du stade ou à l'esplanade. Il n'y avait même pas de sonorisation, je vous ai dit, il n'y avait rien. Donc les leaders n'allaient même pas se faire entendre. Ils allaient chanter, danser et se retourner. Je vous le dis sincèrement, il n'y avait pas de sono, rien. Non, le colonel n'avait pas besoin de déployer toute l'énergie qu'il a déployée ce jour-là pour empêcher cette manifestation. Oui, M. Diallo, le propos, je m'intéresse au propos type, au propos que vous avez dit, oui, que vous avez réitéré. Moi, je vous demande, en toute honnêteté, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout passe? N'est-ce pas? En tant que croyant, tout passe, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. Bien, bien, M. Diallo. Vous êtes aussi d'accord avec moi que ça peut même arriver que M. le Président du tribunal, Pas d'exemple sur le tribunal, s'il vous plaît. pas un exemple, M. le Président, pas un exemple. Ok. Est-ce que vous savez que ça peut même arriver que M. Moussa Tibourou Kamara soit installé dans le fauteuil du président, que le président reçoit son serment en qualité de président de la Cour suprême? Ça peut arriver, oui ou non? Je n'ai pas bien compris, vraiment. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Bien. Peut-être que la question soit plus courte. Ok. Oui. Est-ce que... Voilà, bon, il le dit, hein, soyez précis et concis. Et en toute honnêteté, le propos que vous avez dit, Oui. quelle connotation vous donnez? Le fait de dire Je m'adresse à mes grands frères, les leaders, celui qui parle, je rentre dedans. c'est de la dissuasion. Merci. C'est de la dissuasion. Je voudrais terminer, M. Diallo. Je suis un peu étonné d'octobre 2009 jusqu'au dimanche avant-hier, où vous vous étiez, vous constituez partie civile devant le tribunal criminel. Merci, maître, pour cette question. Oui. Je pense que j'ai répondu en partie, ou sinon en totalité à cette question. J'ai quitté ici en catastrophe. J'étais obligé de m'exiler, d'aller au Sénégal. Et mon séjour sénégalais a duré plus de 10 ans. Lorsque l'inscription était ouverte ici, je n'étais pas là. J'étais parti. Je ne pouvais pas venir non plus. Parce que ma sécurité n'était pas garantie, n'était pas assurée. Parce que j'ai ouï dire que même les juges qui avaient le dossier avaient peur à un moment donné. Il m'est arrivé de venir ici, de quitter le Sénégal et de venir ici. J'ai une petite maison, mais je ne partais pas là-bas. J'allais à l'hôtel ou chez des amis. Parce que ma sécurité n'était pas garantie. Parce que des membres de la junte militaire, ce n'était plus le capitaine Dadis qui était au pouvoir. C'était plus lui. C'était le général Konaté, et après le général Konaté, c'est le professeur Alpha Condé. Mais des membres ou d'anciens membres de la junte militaire étaient encore en activité, occupaient des positions importantes au sein de l'État, au sein de l'administration. Donc la sécurité de Amadou n'était pas garantie. Amadou ne pouvait pas se présenter ici. Pour ça, j'ai observé de très loin ce qui se passait, mais je ne pouvais pas venir pour me constituer. Et vous allez me dire, mais ça fait 1 an que le tribunal siège. Oui. Mais qui pouvait imaginer d'ailleurs que ce procès allait avoir lieu en Guinée? Vous connaissez toutes les péripéties. Vous savez bien qu'il y a eu des blocages, qu'il y a eu des moments d'incertitude à propos
de ce procès, moi j'étais en train de voir, d'observer. Est-ce que la sécurité d'Amadou est garantie? Comment le tribunal va se comporter vis-à-vis des questions, vis-à-vis de la procédure? Lorsque j'ai compris que le tribunal était serein, qu'un procès équitable était possible, qu'il était là, Amadou a dit, ben, écoutez, je peux venir aussi dire ma part de vérité. C'est tout, maître. Bien. Et est-ce que ce n'était pas indispensable pour vous même de rester à Dakar à travers vos conseils sur le parti civil? Une autre question. Bien. Monsieur Diallo, est-ce que vous ne trouvez pas juridiquement un obstacle par rapport à la recevabilité de votre constitution de parti civil? Est-ce que vous savez que pour saisir le tribunal de votre constitution de parti civil, il y a un délai qui vous est imparti quand même? Ce tribunal criminel, je ne parle pas du tribunal civil. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, je voudrais donner lecture à une disposition. L'article 3 du Code de procédure pénale en matière de crime, l'action publique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. Je voudrais vous dire, en tant que partie civile, qu'en principe... La question maintenant. Oui, c'est la question maintenant que je pose, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Est-ce que, dans ce délai, si c'est pour le tribunal civil, je ne parle pas, ça c'est 30 ans, mais nous sommes devant le tribunal criminel. Est-ce que vous savez qu'à partir du moment où ce délai légal, pour saisir le tribunal pénal, je ne parle pas du tribunal civil, ce délai-là constitue un obstacle. À part ce tribunal, vous avez la possibilité. La question maintenant. Est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de saisir le tribunal civil et non le tribunal militaire? Est-ce qu'on vous a dit? Maître, si vous étiez là avant-hier, vous n'aurez pas posé cette question. Avant-hier, il y a eu audience. Pardon, hier. Si vous étiez là hier, vous n'auriez pas posé cette question. Merci. Parce qu'elle a été débattue et tranchée. Merci, Monsieur le Président. Oui, maître. Qui a ouvert le stade? Merci beaucoup, maître. Moi, ce que j'ai dit dans mon reportage, c'est que le stade a été défoncé. Pardon, la porte du stade a été défoncée. Le portail a été défoncé. Défoncé par les manifestants. Je n'étais pas là, je le précise. Lorsque ça se passait, lorsqu'on ouvrait le stade, je n'étais pas là. Je n'étais pas arrivé. Je suis arrivé, le portail était grandement ouvert, escorté par les jeunes, le portail était grandement ouvert. Mais ce que les jeunes manifestants m'ont dit, c'était qu'ils avaient défoncé le portail, ils sont rentrés. Et c'est pour cela qu'ils étaient contents, qu'ils ont prié, qu'ils ont chanté l'hymne national lorsqu'ils sont arrivés à la pelouse. C'est parce qu'ils ont pu pénétrer dans un stade qui était fermé. Bon, s'il vous plaît. Bien. Selon votre source d'information, c'est des jeunes qui ont défoncé la porte du stade. Oui. Bien. Le soldat qui vous a dit que c'est vous qui vendez le pays à l'étranger, Oui. vous le connaissiez? Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Bien. Vous avez été blessé à la main droite, selon vous. Oui. Et est-ce que vous pouvez montrer les traces au tribunal et les cicatrices? Parce qu'apparemment, on ne voit rien. Mais de là-bas, vous pouvez voir ma main et vous rendre compte? Je vois.
Non, il n'y a pas de cicatrice. Ok, ça a été simplement entorsé. Alors, Ça n'a même pas, il n'y a même pas eu de blessure. Il n'y a pas eu de blessure. Il n'y a pas eu de blessure. Donc il n'y a pas de cicatrice. Il m'a assommé d'un coup violent avec le manche du poignard. Ça s'est tuméfié, ça s'est enflé. Mais vous savez, ça c'est la terminaison quand même. Je ne suis pas médecin, hein, mais ce sont les terminaisons nerveuses. Donc évidemment que pendant plus de 4 mois, je ne pouvais vraiment pas remuer les doigts et travailler convenablement avec cette pain. bien. Et vous avez obtenu un document d'un médecin attestant que effectivement votre main a été touchée. Vous savez, maître, j'ai souvent entendu cette question ici. Oui. Mais c'est que vous ne vous replacez pas dans le contexte du massacre du 28 septembre. Si vous vous replacez dans ce contexte-là, vous allez voir que Amadou, ce qu'il cherchait en ce moment, c'était de se sauver. Ce n'était pas de chercher un papier. Ce n'était pas de légaliser une... Non, c'était de se sauver, sauver sa famille, la sécurité de sa famille et sa sécurité. Non. Est-ce que j'allais avoir un papier en ce moment? Non, ce n'était pas ma préoccupation vraiment. Ce n'était pas ma préoccupation. Non, après, parce que vous avez fait au moins 4 mois. Et... J'étais déjà parti à Dakar. Bien, même étant à Dakar, vous pouviez voir un médecin. Non, honnêtement, ça ne m'a pas préoccupé, franchement. Non, ça ne m'a pas préoccupé. Et comment la conviction du tribunal puisse être assise dès lors qu'il n'y a pas un document, dès lors que vous n'apportez pas une preuve palpable à ce que vous déclarez. Je laisse le tribunal le soin d'apprécier, de juger. Bien. Et est-ce qu'un militaire ou un gendarme a tiré sur un manifestant devant vous? Ah, mais j'ai vu des gens tomber, maître. Ah, très bien. Oui, j'ai vu des gens tomber, j'ai vu des gens blessés, j'ai vu des corps. Ça, j'ai enjambé des corps pour sortir du stade. Mais ces militaires-là, vous ne pouvez pas les identifier? Non, je ne les connais pas. Okay. Je ne connais pas. Non, je ne peux pas vous dire. C'est X. Même celui qui m'a sauvé, même la dame militaire, grande de taille, qui m'a sauvé aussi. Je ne la connaissais pas. Bien. Et à part les discussions entre le colonel Tchegoro et les leaders, il n'a touché aucun manifestant en votre présence? Non, je n'ai pas vu. Donc ça, je n'ai pas vu. Okay. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. Monsieur Diallo, oui. Permettez-moi de vous poser quelques petites questions. Et vous avez dit que lorsque vous avez vu le colonel Tchegoro, et que lorsqu'il parlait aux gens, vous avez vu un bureau rouge à ses côtés. Vous le confirmez? Oui, je le confirme, oui. Et savez-vous que le colonel Tchegoro est du corps de la gendarmerie? Je le sais. Savez-vous aussi que la gendarmerie a pour béret la couleur verte? Oui, je sais. Et lui-même, c'est ce qu'il portait. D'accord. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez déclarer avec moi ou confirmer avec moi que les propos qui ont été tenus par le commandant Toumba ici à cette barre en disant que les éléments de Tchegoro portaient des béros rouges, est-ce que vous pouvez le confirmer avec moi que c'est une vérité? Non, je ne confirme pas les propos de qui que ce soit, je ne confirme pas les propos de Toumba ou de qui que ce soit. Je dis ce que j'ai vu. J'ai vu derrière le colonel Tchegoro un militaire qui portait un béret rouge et c'était lui, son garde de ce jour-là. Ça, j'ai vu. Parce que j'étais à micro de lui quand il discutait avec les jeunes. D'accord. Oui. Ok. Et vous avez parlé de dissuasion. La sensibilisation, mais vous avez parlé de dissuasion. Oui. Ce qui veut dire que vous faites référence à un rapport de force. Oui, c'est ça. Donc, selon vous, est-ce que ce geste de la tête, en haussant la tête de l'autre côté, selon vous, ça voudrait dire que c'est un ordre qui a été donné? Mais j'ai répondu à cette question, maître. D'accord. Oui. Ok. Maintenant, Monsieur Diallo, c'est ma dernière question. Oui. Est-ce que
trouver un béret rouge auprès d'un gendarme dans un groupe, c'est-à-dire dans un ensemble, dans un milieu où effectivement on s'attend à de la violence. Est-ce qu'on ne peut pas considérer là-bas qu'il y a de la confusion au sein de l'armée? Ah, ben, écoutez, je ne voudrais pas m'aventurer sur cette question, mais il est évident que il y avait une pagaille au sein de l'armée. Il y avait une sainte pagaille au sein de l'armée. Oui, il y avait eu auparavant des mutineries successives. Vers la fin du régime de Lansana Conté, il y a eu des mutineries successives de l'armée ou d'une partie de l'armée, que les généraux n'arrivaient pas à maîtriser la troupe, que peut-être le caporal était plus fort que le commandant plus puissant que le colonel. Non, il y avait une pagaille au sein de l'armée, ça c'est évident. D'accord, donc vous confirmez avec moi que les massacres du 28 septembre ne sont pas uniquement l'œuvre des gardes présidentiels, mais de l'armée guinéenne tout entière. Ou d'une partie de l'armée guinéenne. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Il n'y a plus de questions? Monsieur le Président, je voudrais me livrer à un exercice qui ne vous plaît pas. Ce monsieur, puisque le procureur Camara Elhadj Sédiki s'est évertué très subtilement à le faire, c'est la sincérité qu'il y a dans cette affaire auprès de ceux qui nous dirigent, en tout cas qui exercent une portion de l'autorité ou qui peuvent être entendus. Le Sénifal, l'ambassadeur, Baouri, le politique, Amadou Diallo, précédé par chose, c'est leur sincérité. C'est leur sincérité. Or, votre vocation maintenant, c'est la manifestation de la vérité. C'est une prière que je fais, Monsieur le Président, pour que vous nous suivez un peu. Il a parlé des procès de meetings, des gangs d'abord. Est-ce que ça doit aboutir à une question, maître? J'essaierai de le faire. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Le procès de la mutinerie, ce monsieur, il m'a sauvé la vie, hein, il nous a couverts. Et quand j'ai été arrêté le 19 janvier 2005, c'est lui qui a filé l'information avec chose. Est-ce que vous pouvez poser la question maintenant, s'il vous plaît? Question, vous me connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Oui, absolument. Je connais Maître Paul Yomba Kourma depuis fort longtemps. Une autre question? Votre jugement sur moi? Maître Paul Yomba est un avocat célèbre que j'ai connu depuis le procès Alpha Condé. Lorsque les avocats qui avaient été commis, qui avaient atterri dans la salle de la cour d'appel ici pour défendre Alpha Condé se sont déportés parce qu'ils estimaient qu'il n'y aurait pas eu de procès équitable quand ils ont posé ils ont posé le préalable. C'est Maître Paul Yomba Kourma et Maître Maurice Lamné Kamano que le juge Mamadou Sylla avait désigné d'office pour défendre Alpha Condé. Alpha Condé ne voulait pas les sentir tout au début parce qu'il se disait que c'est des avocats de l'État qui avaient été donc amenés, envoyés par l'État. C'est bon, M. Gallo, s'il vous plaît. Une autre question, maître. Pas de question. Il est promotionnaire à ma femme. Merci. La défense, partie civile du moins. Ah. Allez-y.
il y a un micro à côté de vous. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour, maître. Alors, moi, je ne vous ai jamais vu physiquement, mais votre voix grave... J'ai pas bien compris. Je ne vous ai jamais vu physiquement, même si on a eu plusieurs interviews, et votre voix grave m'a permis de vous reconnaître. Merci beaucoup, maître. Moi, je voudrais plutôt commencer par vous remercier. Vous savez, comme l'autre défense, moi aussi, le 11 février 2015, vous êtes de ceux qui m'ont soutenu lorsque, à cause du président Dadis, j'avais essuyé 3 tirs. Heureusement que la deuxième balle avait touché une personne à l'épaule, ce qui m'a permis d'être en vie. Je veux vous dire merci. Merci beaucoup, maître. Et je sais pourquoi j'ai commencé par là. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que même après le président Dadis, c'est-à-dire au temps de Konaté et au temps de M. Alpha Condé, vous saviez ne pas être encore en sécurité en Guinée. Ouais. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je le confirme, oui. D'accord. Est-ce que vous comprenez aussi que l'avocat du président Dadis lui-même ne soit pas en sécurité à ce moment-là, en 2015, très loin après les événements du 28 septembre? Oui, je peux le concevoir, oui. D'accord. Est-ce que vous saviez que le président Dadis, ce n'est pas la question, est-ce que selon vous, le président Dadis peut bien être contre la sécurité de son avocat? J'ai pas bien compris. Est-ce que le président Dadis peut être contre la sécurité de son avocat? C'est lié aux événements du 28 septembre. Pour vous, est-ce que logiquement, raisonnablement, le président Dadis peut être contre la sécurité de son avocat? Non. Alors, est-ce que vous confirmez au moins que le président Dadis vous admirait? Oui, je le confirme, oui. Vraiment, il vous aimait, il vous admirait? Absolument, oui, je le confirme. Alors, à l'abbé, vous a-t-il vu? Oui, écoutez, il vous a reçu? Écoutez, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Allez-y. Le capitaine Dadis, j'ai été le premier journaliste à interviewer le capitaine Dadis. Lorsque le lundi 22 décembre 2008, le président de l'Assemblée d'alors, Aboubacar Somparé, le premier ministre d'alors, Ahmed Tidiane Souaré, le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Diarra Kamara, ont annoncé tard la nuit la mort du général Lansana Conté et que le mardi matin à 7h30, je dis 7h30 avec précision puisque la BBC clôturait à l'époque ses programmes du matin à 7h30, à peine la BBC venait de clôturer ses émissions alors qu'on avait parlé toute la nuit de la mort du général Lansana Conté. J'ai entendu une voix que je ne connaissais pas, que les Guinéens ne connaissaient pas, une voix d'un militaire qui annonce sur les zones de la RTG que l'armée a décidé de s'occuper des affaires du pays, que le gouvernement est dissous, que les institutions sont dissoutes, que la Constitution suspendue. Je rappelle aussitôt la BBC pour dire un coup d'État est en marche à Conakry. C'était le mardi matin, 7h30.
le mardi, toute la journée, on ne savait pas qui dirigeait la junte qui venait de s'annoncer, de se prononcer. Mais on entendait les communiqués par intermittence qui étaient lus par un militaire. C'était le capitaine Dadis. Et le mercredi qui a suivi, donc nous sommes, le lundi c'était le 22, le 23 c'était mardi, le 24 décembre, lorsque toutes les composantes de l'armée, ou en tout cas tous ceux qui aspiraient à prendre le pouvoir par la force, se sont entendus et ont désigné leur commandant en chef, le chef de la junte, le mercredi 24 décembre, et qu'ils ont décidé que ce soit le capitaine Dadis. Lorsque le capitaine Dadis et les membres de la junte, dont le général Konaté et d'autres militaires, ont pris les blindés et des engins militaires du camp Alpha-Yaya pour descendre dans la rue et se faire applaudir, j'ai bougé avec eux au camp Alpha-Yaya. J'étais dans ma petite voiture, derrière eux, mon micro tendu, ce micro-là que vous avez vu ici, tendu, pour vivre ce moment historique. La chute du régime, parce que c'est ce jour-là, pour moi d'ailleurs, que le régime est tombé. Parce que c'est ce jour-là que toutes les composantes de l'armée ont dit, se sont accordées sur la personne qui allait diriger la junte militaire, le capitaine Dadis. Et le soir... C'est bon, s'il vous plaît. La question... Est-ce que votre question a été répondue? Merci, Monsieur le Président. Et il m'a même aidé à faire des économies de questions. Alors, on va toujours rester avec vous. Selon vous, et de manière très personnelle, l'homme que vous aviez l'habitude d'interviewer, est-ce qu'il était enthousiaste à vous recevoir pour être interviewé à tout moment? Absolument, absolument, absolument. Est-ce que vous sentiez en lui qu'il était pour le journaliste que vous êtes et donc pour les journalistes par analogie? Absolument, oui, je le dis, je suis certain. Alors, Monsieur Diallo, est-ce que vous pensez que cet homme-là, puisque vous dites devant ce tribunal que vous avez été victime de violence, vous avez même été victime de coups, est-ce que vous pensez que cet homme-là peut être à l'origine de cela? Est-ce que le capitaine Dadis, à l'époque, maîtrisait sa garde? Est-ce qu'il maîtrisait vraiment la garde présidentielle? Vous avez écouté tout ce qui a été dit ici. Et je sais qu'au camp militaire, à l'époque, il y avait une sainte pagaille. Est-ce qu'il maîtrisait la garde? Il devait. S'il ne le maîtrise pas, il devait, je le dis aussi, il devait maîtriser la garde. C'est évident, parce que c'était le chef suprême de l'armée. Moi, je ne dis pas que c'est lui qui a commandité, je ne dis pas que c'est lui qui a commandité le matraque. Non, je ne le dis pas. Mais c'est sa garde. Mais je suis certain, je vous dis avec assurance, avec certitude, que sa garde m'a traqué et c'est cette traque qui m'a obligé à m'exiler. Mais je ne dis pas que c'est le capitaine Dadis, que c'est du fait directement du capitaine Dadis. Alors, vous dites, en tant que partie civile, que vous ne dites pas à ce tribunal que le président Dadis est celui qui a commandité ce qui vous est arrivé. Est-ce qu'au moins vous le confirmez? Oui, mais c'est ce que je dis, maître. C'est-à-dire que... C'est pour ça que je parle de confirmation. Non, c'est ce que je dis. Je ne dis pas que c'est lui parce que je n'ai pas eu d'informations émanant qui me disent, qui confirment que c'est lui. Parfait. Les informations que j'ai eues, c'est sa garde présidentielle qui me traquait. Ça, c'est ce que j'ai eu comme information. Ce sont des informations que vous avez reçues. Oui, mais la garde présidentielle... Oui, absolument. Et cette garde présidentielle-là n'a pas réussi à vous traquer. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, puisque vous avez quand même réussi à quitter le pays. Le pays, oui. On est d'accord. Alors, dites-moi, vous avez dit tout à l'heure
y avait une pagaille dans l'armée. Et en bon historien, vous êtes remonté dans l'eau passée. Pensez-vous que c'est la faute exclusive, j'insiste sur le mot, exclusive, du président Dadis, que l'armée connaissait de la pagaille? Bon, ce que j'ai pu dire à ce niveau, c'est que vers la fin du régime du général Lansana Conté, on a vu, je ne sais pas si vous étiez ici, beaucoup de mutineries. Et c'est à l'occasion d'une de ces mutineries d'ailleurs que j'ai connu le colonel Claude Pivy, que je suis allé interviewer au camp, lorsqu'on l'appelait le chef du village. Et à l'époque, le colonel Claude Pivy, vous le rencontrez dans la rue, vous avez la diarrhée. Excusez-moi. Parce qu'il avait maîtrisé la capitale. Il maîtrisait les différentes unités. Peut-être même que je peux dire qu'il avait le pouvoir. Je suis allé, à l'époque, n'importe qui ne pouvait pas s'aventurer au camp Alpha Yaya. Je suis allé avec quelques journalistes, dont Sana Sadiane, qui travaille pour la West Africa Radio Démocratie, Alassane Silla, qui travaillait pour le service anglais de la BBC, et moi-même, c'est moi qui avais pris les contacts pour rencontrer le colonel Claude Pivy dans un camp militaire où tout le monde ne pouvait pas s'aventurer. Donc je dis qu'il y avait une pagaille, parce que cette pagaille a commencé vers la fin du régime de Lansana Conté, avec les mutineries, avec l'implication des officiers dans le trafic de drogue, de cocaïne, des officiers de police aussi. Vous savez que des avions avaient commencé à atterrir à Farana et à Boké. Et que lorsque le capitaine Dadis est arrivé, il s'est attaqué aux narcotrafiquants. Il s'est attaqué aux narcotrafiquants. Il a arrêté des officiers de police et de l'armée pour normaliser ce pays. Il a voulu rapidement donner de l'eau, de l'électricité. Il a voulu au pays, il a voulu réviser les conventions minières. Je pense qu'il était, en ce moment-là, il était de bonne foi. Puisque je sais que votre question va dans ce sens-là. Je pense, en âme et conscience, qu'il était de bonne foi au début. Mais je dis que très rapidement, il a été rattrapé. Il a été rattrapé par la Guinée. Oui, la Guinée rattrape tous ceux qui gèrent. Que vous soyez ministre, que vous soyez directeur, que vous soyez président, vous arrivez avec de bonnes intentions. Quelques mois après, les intentions changent. Est-ce que c'est vous qui avez changé ou est-ce qu'on vous a fait changer? Je vous laisse la possibilité d'apprécier. Et vous n'avez aucun avis par rapport à ça, vous-même, en dehors de mon appréciation? Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça vous-même? Par rapport à quoi? Un chef qui vient et qui gère, il est rattrapé. Est-ce que c'est lui qui change? Est-ce que ce sont les gens autour de lui qui l'amènent à changer? Oui, est-ce que vous avez un avis personnel? Je pose la question parce que c'est ce que j'ai constaté depuis que j'observe la vie guinéenne, la vie politique. Regardez, lorsque le général Lansana Conté est arrivé en 1984 au pouvoir, il a dit, nous sommes arrivés, il a dit à Kindia, nous sommes arrivés pauvres. Celui qui d'entre nous demain voyait quelqu'un d'entre nous demain riche, c'est qu'il a volé. Le général Lansana Conté a dit ça à Kindia. Mais quelques années après, j'ai vu le même général Lansana Conté dire aux commerçants, puisqu'il voulait que les prix de denrées alimentaires baissent, dire aux commerçants, si vous voulez baisser les prix, si vous ne voulez pas, laissez. Ma femme ne va pas au marché. Ce n'était plus la même personne. Il avait changé ou on l'avait fait changer? Je vous remercie, M. Diallo. Merci beaucoup, maître. Je vais vous revenir, on ne sait jamais. Merci beaucoup, maître. Monsieur le Président, honorable assesseur, merci. J'ai terminé. Partie civile. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur Diallo. Oui, maître. Toutes mes félicitations pour votre brillante carrière. Merci beaucoup. Et le courage que vous avez eu pour venir donner votre part de vérité.
Merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous pouvez vous asseoir. Est-ce que... Non, je suis encore... Non, je tiens encore. Vous savez, D'accord. j'aime toujours dire que je suis un jeune homme de 15 ans. D'accord. Donc je tiens encore. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce jour du 28 septembre, le colonel Moussa Tchebro Camara avait utilisé un langage de violence et d'intimidation? Bon, je ne dis pas un langage de violence, mais c'était proche. C'est pourquoi je parle de dissuasion. Et je me suis efforcé à mettre la démarcation entre sensibilisation que j'ai entendue ici depuis le début du procès et la dissuasion. Pour moi, c'était de la dissuasion. D'accord. Alors là, je suis amené à vous répéter, c'est vous qui vendez mal l'image du pays à l'étranger, disait un militaire, en nous faisant agenouiller et en nous braquant l'arme. Alors quand le capitaine Moussa Dadis Camara remarquait votre présence lors de son meeting à l'Abbé, est-ce qu'il réagissait de la même sorte? Non. Le capitaine Dadis était très enthousiaste. Je vous ai dit qu'il était admiratif de mon travail. Il était enthousiaste et il était content. Il a dit, mon frère Amadou de la BBC est là, Mokhtar Ba de RFI est là, le monde entier saura ce qui s'est passé à l'Abbé. On était là avec nos micros tendus. Non, il était enthousiaste. Très bien. Alors, le bruit des avions qui occupaient l'espace aérien de l'Abbé et au-dessus du stade Saïfoulaye Diallo, est-ce que c'était une opération de séduction ou une intimidation, selon vous? Bon, alors le capitaine Dadis a estimé que c'était pour faire un éclat par rapport à la fête. En tout cas, c'est l'expression même qu'il avait utilisée. Il a dit, n'ayez pas de crainte, ce sont vos enfants qui sont là-dedans, c'est juste pour faire un éclat par rapport à cette fête. Mais j'ai vu que les gens avaient peur. Parce que le MiG a un bruit très assourdissant. Très assourdissant. Lorsqu'il descend à une certaine altitude, vous ne supportez pas. D'accord. Oui, je ne sais pas, est-ce que la présence du MiG était nécessaire? Non, je ne crois pas. Est-ce que vous savez qu'avant l'arrivée du capitaine, plusieurs bataillons avaient rallié l'Abbé? Oui, ça je sais. Est-ce que vous savez qu'il a fallu, comment dirais-je, la sagesse de l'érudit de l'Abbé pour éviter que le massacre ne commence par l'Abbé, en conseillant les jeunes? Oui, je sais, oui, je sais. D'accord. Est-ce que vous savez que la colère du capitaine a commencé à l'Abbé lorsqu'il a carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence? Probablement, oui. Probablement. Mais à la fin, il était content quand même, il faut le dire. Peut-être que, parce qu'il a dit à l'Abbé, en réalité, les jeunes de l'Abbé avaient manifesté contre sa candidature. Et je crois que c'était la seule préfecture où il y avait eu manifestation contre sa candidature. Son éventuelle candidature, parce qu'il n'a jamais dit officiellement je me présente. Mais voilà, les gens voyaient qu'on allait vers ça. Et donc, ce qu'il a dit à l'Abbé, c'est qu'il était venu défier ses détracteurs. Mais à la fin, il y a eu une telle mobilisation. Le stade était archi-comble, il était plein, et le capitaine, en tout cas celui que j'ai vu à l'Abbé, finalement il était content. Il était content, je crois qu'il est reparti content de l'Abbé. Il a dit ce que vous avez montré à la face du monde, c'est remarquable. Il était content. Non, il a quitté l'Abbé très content. Est-ce que vous savez qu'il était en début de campagne pour sa candidature à l'élection présidentielle? Non, je ne sais pas si lui-même il était en campagne, mais je sais qu'il y a eu des officiers qui ont fait sa campagne pour ça. Voilà. Est-ce que vous savez que cette campagne a commencé par l'Abbé? Il y a eu des tournées à l'intérieur du pays. Il y a eu des tournées à l'intérieur du pays. Je sais que le général Konaté a fait une tournée. Il est allé à Macenta, il est allé en forêt, disons, et à Macenta, il était même allé avec de l'argent. Et l'argent qu'il avait distribué à Macenta avait créé des problèmes entre les élus et les jeunes. Oui. Et c'est comme ça que moi j'ai été informé
de son arrivée et de la campagne qu'il menait pour cette candidature à Faran, à Massanta. Est-ce que vous savez que cet argent, c'était pour racheter la conscience des gens? Oui, probablement, oui. D'accord. Alors, vous... Mais à l'abbé, excusez-moi, maître, à l'abbé, le capitaine Dadis n'a pas parlé de candidature. Non, vraiment. D'accord. Vous maintenez que c'est un policier de la routière qui vous a escorté de l'intérieur du stade vers l'extérieur? Un policier habillé en tenue de la police routière. Oui, ça je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il était de la routière? Ça, je ne peux pas l'affirmer. Mais la tenue qu'il portait était la tenue de la police routière. Est-ce que cela veut dire qu'il ne restait que la douane pour compléter l'armée? Vous dites? Est-ce que cela veut dire qu'il ne restait que la douane au stade pour compléter l'armée? Puisqu'il y avait les bérets rouges, il y avait des militaires de l'armée de terre, il y avait des gendarmes, des policiers de la CMIS. Si vous rencontrez un policier de la routière, je dis bien qu'il ne restait que la douane pour compléter l'armée, oui ou non? Mais c'est le seul que j'ai vu, hein. C'est le seul qui portait cette tenue. C'est suffisant. Alors, en votre qualité de reporter, journaliste-reporter, je suppose que vous avez couvert assez de manifestations en République de Guinée, oui ou non? Absolument, absolument. Aviez-vous une fois assisté à une telle barbarie humaine? Non, j'avoue que non. J'ai couvert... j'ai commencé par dire ça. J'ai couvert les événements qui ont abouti au procès des gangs. J'ai couvert les événements qui ont abouti au procès des mutins. J'ai couvert les événements qui ont abouti au procès d'Alpha Condé. J'ai couvert... Ici, j'observe. J'ai vu beaucoup de situations difficiles dans ce pays depuis 1990, depuis le processus démocratique. J'ai vu un flot de réfugiés s'abattre sur la Guinée. J'ai été à la frontière avec le Libéria. J'ai rencontré des rebelles de Charles Taylor. J'étais nez à nez avec des rebelles de Charles Taylor à la frontière. On avait traversé la frontière, on les a trouvés là. Mais je n'ai jamais vu une telle situation, une telle barbarie. Ça, je peux le dire, sincèrement. Merci. Alors, est-ce que c'était normal ou nécessaire de faire sortir la garde présidentielle face à une population civile totalement désarmée et qui n'était pas violente aussi? Oui, je pense que j'ai répondu à cette question en disant que pour moi, ce n'était pas nécessaire vraiment que la manifestation soit interdite, Il fallait laisser les forces vives, parce que ceux qui ont manifesté sous la bannière des forces vives. Il fallait laisser les forces vives se retrouver, manifester, chanter, danser, d'autant plus qu'il n'y avait même pas de sonorisation. Et ils allaient rentrer tranquillement. Chaque fois qu'une manifestation a été interdite, parce que j'entends souvent cela aussi, et je trouve que c'est bien dommage, on ne permet pas les manifestations parce que chaque fois qu'il y a manifestation, il y a mort d'homme. J'ai entendu ça à plusieurs reprises de la part des autorités guinéennes, depuis longtemps. Mais il y a mort d'homme réellement parce que la manifestation a été interdite, parce que la manifestation n'a pas été encadrée, et parce que les autorités ne veulent pas qu'il y ait manifestation. C'est tout. Oui. Est-ce que vous savez que les militaires ne sortent que pour aller en guerre, normalement? Oui, je sais. Alors, est-ce qu'on peut considérer la population civile comme étant l'ennemi des militaires? Non, je ne crois pas, non. Est-ce que cette population civile peut être un ennemi du pouvoir en place? Non, non, pas du tout. Alors, comment se fait-il que les militaires se retournent contre leur propre population? Est-ce que vous comprenez ça? Bon, vous savez, c'est un peu une tradition. Bon, je dis c'est dommage, mais c'est un peu une tradition en Guinée. La Guinée, c'est un pays de violence. Une violence endémique. Je ne le dis pas pour le dire. Je ne dis pas pour jeter l'anathème sur le pays, mais depuis longtemps, on assiste. Il y a, pour moi en tout cas, la seule continuité de l'État guinéen, c'est la violence.
Depuis 1958, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que toutes ces violences qui ont été commises en République de Guinée depuis l'indépendance sont les violences du pouvoir? Oui, c'est des violences d'État. Sont des violences d'État. Oui. Alors, je veux savoir si réellement, en tant que journaliste reporter, cette manifestation qui s'est déroulée dans un stade fermé, est-ce qu'elle constituait un trouble à l'ordre public? Non, elle ne pouvait pas être un trouble à l'ordre public. Non, honnêtement, c'était facile de laisser les gens manifester et puis de se retourner. Ce n'était pas compliqué. Il n'y aurait pas eu de procès, il n'y aurait pas eu de massacre. Est-ce que vous savez que les journalistes et les médecins, même en période de guerre, sont épargnés par les belligérants? Oui, logiquement, oui. Logiquement. Oui. Mais vous avez subi. Absolument. Ainsi que vos collaborateurs. Oui, bien sûr. Est-ce que vous savez que c'est des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans ces stades et les environs? Oui, on peut le dire, absolument. Absolument. Alors, est-ce que vous aviez assisté au meeting organisé par le mouvement Dadis doit rester au stade du 28 septembre? Oui, j'étais là-bas aussi, j'étais là-bas. Est-ce qu'il y a eu la moindre répression ce jour? Non, il n'y avait pas de répression. Non, il n'y avait pas eu de répression. Non, il n'y a pas eu de répression. C'est pourquoi je dis, chaque fois qu'il y a eu problème, c'est parce qu'on a déployé les forces de l'ordre et qu'on ne voulait pas que ça manifeste, c'est tout. Donc, quand c'est un mouvement pro du pouvoir qui manifeste, il n'y a pas de répression. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord, oui. Mais quand c'est un mouvement qui proteste contre le pouvoir, il faut absolument une répression. Je suis d'accord, mais ça aussi, c'est une tradition de la Guinée, malheureusement. C'est une mauvaise tradition. Alors, à l'abbé,